Bonjour, dans cette vidéo, on va aborder un nouveau chapitre qui est en fait l'avant-dernier de chimie, un chapitre sur les diagrammes potentiels pH. C'est un outil qui est assez utilisé en chimie, voilà, notamment en classe préparatoire pour avoir au moins une idée qualitative de ce qui peut se passer dans un milieu au niveau des réactions chimiques. Alors, une petite introduction, hein. Dans les chapitres précédents, on a vu qu'un métal pouvait former différentes espèces en fonction du pH du milieu, surtout sur les réactions acide-base. Je vous laisse lire ça, mais je dis rapidement que, en fonction du pH, on sait bien que telle espèce va être plus stable que telle autre. Pour les acides, c'est plutôt à pH faible, pour les bases, plutôt à pH élevé. Et puis, si le métal il possède des propriétés oxydoréductrices, eh bien, c'est le potentiel qui est le potentiel de la solution à l'équilibre qui va être un paramètre pertinent pour savoir qui est stable et qui ne l'est pas. Vous savez, les oxydants en général sont plutôt stables à potentiel élevé et les réducteurs à potentiel faible. Et alors, comme il y a de très nombreuses espèces chimiques qui interviennent avec des couples redox et des couples acido-basiques, il va être intéressant de représenter en fait toutes les espèces possibles en fonction du pH et du potentiel. Voilà, donc ça, en fait, ça revient à faire ce qu'on appelle un diagramme potentiel pH. Je vous en donne un exemple en dessous, hein. C'est le diagramme potentiel pH du manganèse. Bon, voilà, c'est un métal particulier. Il y en a bien d'autres. Il y a celui du fer, celui du cuivre. Là, c'est celui du manganèse. Et donc, ça regroupe en fait un certain nombre d'espèces possibles pour le manganèse, des espèces stables. Et vous voyez qu'il y a des domaines. Voilà, par exemple, le domaine de Mn2+, qui a cette forme-là, avec le pH en abscisse et le potentiel en ordonnée. Alors, c'est le pH et le potentiel à l'équilibre thermodynamique, donc à l'équilibre chimique. Ça veut dire que, par exemple, Mn2+, eh bien, sera stable dès que le pH sera inférieur à 7,5 à peu près, hein, et puis le potentiel compris entre quelque chose et quelque chose, ça dépend un petit peu du pH, vous avez vu, mais voilà, ça donne une idée du domaine de stabilité. Alors l'enjeu de ce cours, ça va être de bien comprendre d'où sort ce diagramme, comment on fait, pourquoi les frontières ont l'air d'être des droites, qu'est-ce qui justifie tout ça. Et d'autre part, il va falloir apprendre à les utiliser, c'est-à-dire à comprendre leur intérêt en chimie pour prévoir des réactions, à prévoir ce qui est stable, ce qui ne l'est pas, et donc ce qui peut se passer au niveau de la réaction chimique. Voilà l'enjeu de ce cours. Alors, on va commencer par identifier des espèces et des frontières. Donc on va voir ça sur un exemple en fait. Mais je vais vous présenter les grandes lignes de ce qui nous permettra de dire dans un diagramme potentiel pH, telle espèce est là et telle espèce est là, hein, pour placer les espèces. On ne va jamais vous demander, puisque ce serait rigoureusement hors programme, de construire entièrement depuis le début un diagramme potentiel pH. Ça n'aurait pas d'intérêt et on ne va pas vous le demander. Par contre, ce qu'on peut vous demander, hein, c'est on vous donne un diagramme vide avec seulement les frontières et ensuite il faut que vous sachiez quelle espèce est où. Donc ça, il faut savoir faire ça et je vais vous dire comment on fait. Alors, il y a des grandes règles. Dans un diagramme potentiel pH, les frontières verticales séparent toujours deux espèces de même nombre d'oxydations. Hein, par exemple, des couples acide-base, c'est pas des couples redox. Donc, un acide et une base, le métal a toujours le même nombre d'oxydations entre ces deux espèces. Ou bien, ion précipité, c'est pareil. Je vous donne des petits exemples au-dessus, hein. Vous prenez par exemple Mn2+ et MnOH2, calculez le nombre d'oxydations de Mn, c'est 2 à chaque fois, hein, et donc on voit bien qu'ils sont séparés par une frontière verticale. Pareil ici, hein, voilà. Donc, deux espèces de même nombre d'oxydations sont toujours séparées par une frontière verticale. Les autres frontières, qui sont horizontales ou bien inclinées, séparent toujours deux espèces de nombre d'oxydations différents. Je donne encore un petit exemple. Mn, Mn2+, sont séparés par une frontière horizontale. Et puis Mn, MnO2, Mn2+, MnO2, hein, si vous calculez le nombre d'oxydations du manganèse ici, ça sera 4. Eh bien, ils sont séparés par une frontière qui là n'est pas horizontale, elle est inclinée. Mais voilà, ça sépare donc deux espèces de nombres d'oxydation différents. D'autre part, à un pH donné, plus le potentiel est élevé, plus on augmente le nombre d'oxydations. Autrement dit, on aura les espèces pour lesquelles, par exemple, le manganèse aura un nombre d'oxydation plus faible, vers le bas du diagramme, et plus on monte à pH donné, plus on va rencontrer des espèces de nombre d'oxydation grand. Par exemple, ici, hein, on a 0, puis 2, puis 4, puis 7. Voilà. Donc ça, c'est important puisque c'est ça qui va nous permettre
de savoir dans un diagramme où sont les espèces. Alors, il nous reste quand même une petite chose importante, hein, c'est que plus on est à pH faible, plus c'est les espèces acides qui prédominent, et plus on est à pH élevé, plus c'est les espèces basiques. Je ne l'ai pas dit, mais comme ça servira plus tard, autant le rappeler. Donc, lorsqu'on vous donne un diagramme vierge et qu'il faut placer des espèces dedans, savoir qui est où, on va procéder de la façon suivante. Classer toutes les espèces par nombre d'oxydation croissant, pour déjà avoir une petite idée de ce qui se passe du bas vers le haut du diagramme. Et ensuite, classer les espèces possédant le même nombre d'oxydations, qui vont donc être séparées par des frontières verticales, de la plus acide à la plus basique, pour savoir qui est la plus à droite et qui est la plus à gauche, etc. Parfois, ce classement est totalement évident, hein, donc c'est pas la peine de le faire, de faire un raisonnement. Si vous avez par exemple deux espèces qui forment un couple acide-base évident, comme ça, AH, A-, bon bah AH il est stable à pH faible et puis A- est stable à pH élevé. Ça, il n'y a pas à hésiter là-dessus, vous pouvez placer directement. Mais les couples méthylhydroxyde, c'est pareil. Al 3+, par exemple, est stable forcément à pH faible, et AlOH3 est stable lorsqu'il y a plein de OH-, ça va stabiliser cette espèce-là, et donc c'est stable à pH élevé. Donc lorsqu'il n'y a que une frontière à déterminer entre ces deux choses-là, ou entre ces deux choses-là, vous pouvez y aller directement. C'est pas la peine de passer 10 minutes là-dessus. Lorsque ça ne l'est pas, il faut écrire l'équilibre, autrement dit la réaction entre les deux espèces, l'équation de réaction entre les deux espèces, l'équilibre protonique, lorsqu'il y a des protons échangés, puis là, vous voyez bien qui est-ce qui libère un proton, qui est-ce qui le capte, et vous allez voir qui est la plus acide et la plus basique. Voilà, donc on va voir des exemples après, mais c'est pour tracer les grandes lignes. Avant de passer à l'exemple, je précise quand même que si vous faites une erreur dans l'identification des domaines, eh bien, votre diagramme, il est faux. Et si votre diagramme est faux, eh bien, ça peut en fait empêcher complètement les raisonnements derrière. Et ça peut être très très gênant dans un problème de chimie. Donc c'est pour ça que j'insiste vraiment sur cette étape. Il faut non seulement l'avoir bien compris, avoir bien compris le principe, mais l'avoir refait plusieurs fois pour être sûr que au moment où vous le faites, eh bien vous vous trompez pas. Parce que comme c'est souvent la première question, si vous avez quelques questions sur un diagramme potentiel pH, c'est la première question. Donc évidemment, si vous la ratez, c'est dommage. Voilà, comme ça je vous êtes averti. Alors, un exemple. Voilà, je vous le mets, je vais juste dézoomer un petit peu pour que tout le monde voit. Voilà un diagramme vierge du chrome. Donc ça, c'est le chrome. Il y a plusieurs espèces à placer là-dedans. Donc, je vous le dis, les ions Cr2+, CrO4-2-, CrO2-, Cr3+, CrO2-7-2-, et deux espèces solides qui sont le chrome métallique, donc juste du chrome, et puis l'hydroxyde de chrome 3, voilà, CrOH3. Donc, toutes ces espèces-là se retrouvent dans l'un des 7 domaines qui sont là. Alors, il faut savoir, du coup, qui et où, en utilisant ce que je vous ai dit au-dessus. Ce que je vous propose, c'est de mettre la vidéo en pause et puis de prendre 10 minutes pour vraiment essayer de bien voir qui a quel nombre d'oxydation pour le chrome, voilà, qui est où, essayez déjà d'écrire un petit peu qui est l'acide, qui est la base, lorsque vous avez plusieurs couples de même nombre d'oxydation, et puis essayez de le remplir. Voilà, et puis après, une fois que vous êtes bloqué ou vous avez fini, vous pouvez passer à la suite de la vidéo où je corrige. Alors, pour la correction, donc j'ai déjà pré-rempli les choses pour que vous voyez un petit peu comment on fait. On commence par identifier les nombres d'oxydation du chrome dans chacune des espèces. Alors je vais le faire rapidement, si jamais vous avez une question, vous me demandez. Le chrome métallique, son nombre d'oxydation c'est 0. Le degré d'oxydation 2, il n'y a que le Cr2+, qui l'a. Voilà. Degré d'oxydation 3, il y a plus de monde. Donc il y a bien entendu Cr3+, qui a un nombre d'oxydation 3. CrOH3 et également CrO2-. Quand vous le faites, CrO2-, son nombre d'oxydation, c'est 3. Et les deux autres espèces, lorsque vous faites le calcul, le chrome a un nombre d'oxydation de 6. Voilà. Donc, à partir de là, eh bien, on a déjà une petite idée. On peut regarder au passage que c'est cohérent, puisque regardez, en bas du diagramme, on n'a qu'une seule espèce, il n'y a pas de frontière verticale, donc voilà. Au-dessus, on a une autre espèce sans frontière verticale, ça doit correspondre à Cr2+. Voilà, on va d'ailleurs déjà les placer tout de suite, Cr,
Cr2+, et par contre au-dessus, donc on a 3 espèces, voilà, qui correspondent à ici un nombre d'oxydation 3. Ces 3 espèces-là sont séparées donc par des frontières verticales l'une avec l'autre. Alors pour savoir qui est qui, déjà on a ici un ion tout seul, Cr3+, alors lui il est le plus acide, hein, puisque les deux autres espèces, en fait, il y a CrOH3 et CrO2-, c'est des oxydes, et les oxydes sont stables à pH plus élevé. Ça, vous n'avez même pas de justification à donner, vous pouvez le dire directement. Par contre, maintenant, qui est plus acide que l'autre? Alors, on verra, hein, ça je le laisse, en fait je vous le laisse en exercice, mais je vais le faire pour les deux espèces qui sont au-dessus, au nombre d'oxydation 6. Alors, ici, CrO4 2-, CR2O7 2-. Ces deux espèces-là, bon, elles sont censées former un couple acide-base, parce qu'elles ont le même nombre d'oxydation. Avouez que c'est quand même pas évident de savoir qui est l'acide, qui est la base, parce qu'on voit pas les protons là-dedans. Mais en fait, quand on va écrire la réaction, vous voyez ici, j'ai commencé à le faire, eh bien, on va pouvoir trouver qui est l'acide, qui est la base, et donc qui est où dans le diagramme. Donc comment on fait? On commence par écrire les deux espèces. Voilà, on équilibre les chromes, et puis après on fait exactement comme en oxydoréduction, c'est-à-dire qu'on se prépare à écrire une demi-équation redox. On l'équilibre, eh bien on a simplement ceci, avec une espèce que j'identifie comme étant l'acide. Pourquoi? Parce que c'est une espèce qui va en fait libérer 2 protons. Donc, comme n'importe quel acide, elle est capable de libérer 2 protons. En fait, c'est l'eau qui les libère, mais par extension, on va dire que ça c'est l'acide, et ça c'est la base. Voilà. Et donc, on va pouvoir dire que la base prédomine à pH élevé, et l'acide à pH faible. Et voilà, j'ai placé mes deux espèces-là. Je vous laisse faire la même chose pour les deux autres, hein, pour savoir qui est l'acide, qui est la base, il faut faire exactement pareil. Je vous précise aussi que si vous trouvez des électrons, lorsque vous équilibrez ça et que vous avez besoin d'équilibrer les charges avec les électrons, vous vous êtes forcément trompé. Et pourquoi vous vous êtes forcément trompé? Simplement parce que, comme ces deux espèces qui ont le même nombre d'oxydation, c'est pas un couple redox, donc il ne doit pas y avoir d'électrons lorsqu'on fait cette méthode-là, hein, on ne doit pas avoir d'électrons échangés. Voilà. Donc je vous laisse finalement faire ce raisonnement et compléter. Là, j'ai laissé un petit peu de place pour que vous puissiez reprendre le raisonnement que je viens de faire sur la vidéo au-dessus. Hein. Donc voilà, à vous de le reprendre pour l'avoir bien au propre. Et on va aborder maintenant les conventions de tracé. Parce qu'un diagramme potentiel pH, c'est jamais figé. Il se peut très bien que pour le faire, vous ayez deux diagrammes différents. Alors, ça va être un petit peu différent, pas très différent évidemment. Mais pourquoi ça peut être un peu différent? Parce que lorsqu'on trace ce diagramme, on est obligé de faire un choix. Vous allez assez vite comprendre pourquoi. C'est un choix de concentration. On a besoin à un moment de choisir une valeur de concentration qu'on va appeler la concentration de tracé. Et on a peut-être également besoin de choisir une convention, mais on a surtout besoin de cette valeur, hein, la concentration de tracé. En effet, dans certains cas, lorsque vous avez deux espèces et que vous devez définir une frontière entre les deux, il y a des frontières qui apparaissent naturellement. Par exemple, vous dites que sur la frontière, l'égalité des concentrations est vérifiée. Hein, sur la frontière entre deux espèces, eh bien, elles sont de concentration égale. Ça, c'est plutôt logique. C'est ce qu'on fait dans les acides bases en général, hein, pour les diagrammes de prédominance. Mais parfois, la position de la frontière n'est pas si évidente et elle nécessite un autre paramètre qu'on appelle la concentration de tracé. Parce que ce sera une concentration tout simplement. Et donc tout diagramme potentiel pH doit toujours être accompagné de la convention choisie et également, surtout en fait, de la concentration de tracé que je vais noter dans ce cours-là, CTR pour concentration de tracé. Alors pourquoi on en a besoin? Par exemple, vous allez vite comprendre, pour une frontière entre un soluté et un solide. Lorsque vous avez deux espèces, vous devez trouver la frontière, mais il y a l'une qui est un ion, par exemple, un soluté, par exemple un ion, et un solide. Alors on va dire que sur la frontière, la concentration en soluté, c'est la concentration de tracé. Pourquoi? Puisque, en fait, on est sur une frontière avec un solide d'un côté. Pour un solide d'un côté, c'est tout simplement une frontière d'existence, puisque c'est en fait un précipité, un solide, on peut le voir comme ça. Et donc, en fait, ce sera tout simplement la frontière d'existence du solide. Donc, comme sur la frontière, le solide est à sa limite d'existence, la concentration en l'autre espèce, donc le soluté, c'est la concentration de tracé.
Je vous donne un petit exemple en remontant. Ici, vous avez par exemple entre Mn2+ et MnO2 une frontière. Hein, et en fait, ce qu'on va dire sur cette frontière, la concentration en Mn2+ vaudra la concentration de tracé. Voilà la première chose à dire lorsque vous avez une frontière entre un solide et un soluté. Le deuxième cas, c'est une frontière entre une espèce soluble et un gaz, ou bien un solide et un gaz. Lorsque vous avez un gaz, eh bien, on va souvent dire que la concentration en soluté, c'est la concentration de tracé, et puis la pression partielle en gaz, on en aura besoin aussi, ce sera la pression standard, ou bien une autre valeur, hein, une pression de tracé arbitrairement choisie. C'est pas grave, ça, il faut juste choisir une pression pour le gaz. Comme le cas se présente rarement, j'insiste pas trop, mais on verra qu'il y a un cas célèbre pour lequel on a besoin de ça. Et le cas le plus difficile, c'est lorsque on a une frontière entre deux espèces solubles, donc par exemple deux ions, deux solutés, deux espèces qui sont en solution. Alors dans ce cas-là, on va se poser la question de comment on définit un domaine de prédominance et qu'est-ce qu'une frontière de prédominance. Il existe en fait, j'ai mis 3 mais c'est une coquille, il existe 2 conventions différentes. La première convention possible, c'est l'égalité des concentrations moléculaires entre les deux espèces, avec la concentration totale atomique de l'élément qui vaut la concentration de tracé. C'est difficile à comprendre, donc je vais essayer de détailler, mais il faudra que vous retravailliez ça pour que ça devienne parfaitement naturel. Je vous explique. On va considérer une frontière simple dans le diagramme du chrome, la frontière entre Cr2+ et Cr3+. Vous pouvez reprendre votre diagramme au-dessus que vous avez dû compléter, c'est cette frontière-là, hein, donc la frontière horizontale. Là, on a un ion, Cr2+, et là, on a un autre ion, Cr3+. Pour définir la frontière, on va simplement dire que, eh bien, sur la frontière, Cr2+ est égal à Cr3+, et vaut C tracé sur 2. Alors pourquoi sur 2? Parce que la concentration totale en chrome vaut C tracé. Donc comme sur la frontière, vous avez la moitié du chrome qui est sous cette forme et la moitié sous cette forme, forcément, les deux concentrations valent C tracé sur 2. Alors, je vous donne un exemple plus compliqué maintenant. Parce que on va choisir la frontière entre Cr2 au 7 2- et Cr3+. Si on monte, hein, c'est celle-ci. Cr3+, Cr2 au 7 2-. Donc sur cette frontière-là, qu'est-ce que je vais pouvoir dire des concentrations? Avec la convention numéro 1. Égalité des concentrations moléculaires, donc les deux espèces ont la même concentration sur la frontière, mais par contre, ce que vaut ces tracés, c'est la somme des concentrations atomiques en chrome. Et là, il faut multiplier la concentration en Cr2 au 7 2- par 2, puisqu'il y a 2 atomes de chrome par molécule. Voilà, donc si vous avez la concentration en Cr2 au 7 2- qui vaut 1 mol par litre, et que vous avez besoin de la concentration en chrome, il faut multiplier par 2, parce que il y a 2 atomes de chrome dans cette molécule. Auquel vous ajoutez Cr3+, puisque là, il n'y a qu'un atome de chrome, et tout ça, c'est par définition la concentration de tracé. Voilà, 2 équations, 2 inconnues, ça se résout sans aucun problème par une substitution directe. On obtient donc que les deux concentrations sont égales, et valent C tracé sur 3 lorsqu'on a fait la substitution. Ça, c'était la première convention. Alors, pour complexifier un peu, il y en a une deuxième. C'est qu'on ne va plus considérer que les deux espèces sont en concentration égale, mais on va considérer que ce sont les concentrations atomiques qui sont égales, les concentrations atomiques en l'élément qu'on est en train de considérer. Je m'explique. Là, vous voyez, pour la frontière séparant Cr2 au 7 2- et Cr3+, c'est la première équation qui va changer. On n'avait pas le 2 avant puisqu'on considérait une égalité de concentration moléculaire. Maintenant, on va considérer la concentration en chrome. Or, la concentration en chrome, c'est 2 fois la concentration en Cr2 au 7 2-, à cause, encore une fois, des 2 atomes de chrome par molécule. Donc, la première équation se transforme en 2 fois Cr2 au 7 2- égale Cr3+. Ça traduit l'égalité des concentrations atomiques en chrome sur la frontière entre les deux espèces. Voilà. La deuxième équation, elle reste identique, hein, puisqu'il faut que la concentration totale en chrome vale C tracé, donc ça ne change pas. Et lorsqu'on substitue, on a C tracé sur 4 pour la concentration en Cr2 au 7 2- et C tracé sur 2 pour la concentration en Cr3+. Donc ce sont deux conventions différentes. En fait,
il n'y a pas de conséquences physiques graves à choisir une convention plutôt qu'une autre. C'est simplement, il faut se mettre d'accord sur la convention qu'on utilise. Alors, on remarque quand même que pour la frontière séparant CR2+, et CR3+, eh ben, on a exactement la même chose, parce que les concentrations en chrome, c'est les concentrations moléculaires. Ici, il n'y a pas d'espèces qui ont deux chromes, comme c'est le cas de CR2 ou CR2-. Donc là, on a exactement la même chose qu'avant. Hein, voilà. Donc on va remarquer quelque chose d'important ici. Les conventions 1 et 2 n'aboutissent à des résultats différents que si les deux espèces de la frontière contiennent un nombre différent d'atomes de l'élément principal. C'est le cas de CR2 ou CR2- et de CR3+. Alors on termine cette vidéo par ce qu'on appelle les domaines de prédominance ou d'existence. Il faut bien comprendre que ces domaines-là, qu'on voit dans les diagrammes potentiels pH, je vais prendre plutôt celui du dessus, ne sont pas forcément des domaines qui ont la même signification. Je vous rappelle pourquoi, parce que pour une frontière, par exemple, entre un ion et un solide, il s'agit d'une frontière d'existence du solide. Autrement dit, au-dessus de cette frontière-là, MnS, il n'est pas stable, il n'existe pas. Alors que si vous prenez une frontière entre deux espèces, là il n'y a pas le cas, mais avec le chrome par exemple ici, hein, une frontière entre deux espèces qui sont des ions, 4 et 6 sont des ions ici, eh bien là ce sera vraiment une frontière de prédominance. C'est exactement comme dans les diagrammes de prédominance en acide-base. Ça veut dire que là, l'espèce 4, elle prédomine, mais qu'au voisinage de la frontière, il y a quand même un peu d'espèce 6. Et pareil, de l'autre côté de la frontière, c'est 6 qui prédomine, mais il reste de l'espèce 4. Donc ça, c'est vraiment une frontière de prédominance. La conclusion, c'est que dans ces diagrammes-là, il faut bien comprendre que les domaines des espèces solides sont des domaines d'existence, et donc les frontières qui délimitent ces domaines-là sont des frontières d'existence de l'espèce solide. Et par contre, les domaines des espèces en solution sont des domaines de prédominance de cette espèce, et donc les frontières qui limitent ces domaines-là sont des frontières de prédominance pour cette espèce. Voilà. Ça veut dire que leur concentration est significativement plus grande que pour les espèces voisines dans leur domaine de prédominance, mais que même un peu en dehors des domaines, ça peut quand même exister. Ces espèces-là peuvent exister un peu, ce qui ne sera pas le cas avec un solide. Voilà.